Bonjour, donc le chapitre 1 dans le domaine de la chimie pour les troncs communs option français, c'est les espèces chimiques. Au cours de la science, on va essayer de donner une définition pour une espèce chimique. Alors là, la notion de l'espèce chimique. Donc là, vous voyez que nous utilisons au quotidien les substances chimiques. Alors on va poser la question, quels sont les constituants d'une substance chimique? C'est pour cela qu'on peut dire que l'espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques moléculaires, ioniques ou atomiques identiques. Une espèce chimique, bien sûr, est caractérisée par son aspect, l'état physique, la couleur, par son nom, par sa formule chimique et par des grandeurs physiques qui caractérisent cette espèce-là, la solubilité, la masse volumique et sa densité, la température d'ébullition, la température de fusion, l'indice, etc. Donc ici, pour une substance constituée d'une seule espèce chimique, bien sûr, est appelée corps pur. Alors, comment peut-on identifier les espèces chimiques présentes dans une solution? Dans un premier temps, alors là, on va identifier les espèces chimiques présentes dans une substance. Pour cela, on peut utiliser dans un premier temps les organes de sens. Par exemple, là, la couleur peut être détectée par la vue, l'odeur, l'odorat, bien sûr, ou bien l'odorat, ça peut dire la présence d'une espèce chimique, la présence de l'eau par le goût, la présence aussi du gaz, donc le gaz là ici par l'odorat, un goût sucré par le goût et un goût aussi acide par le goût. Ici la question posée, ça veut dire on peut utiliser les organes de sens pour identifier la présence de quelque espèce chimique. Est-ce que cette méthode-là est une méthode, bien sûr, scientifique pour identifier les espèces chimiques? Alors, les 5 organes de sens ne détectent pas toutes les espèces chimiques dans la pomme, par exemple. Les sens ne suffisent pas pour approfondir, bien sûr, la connaissance du produit, comme pomme, ici comme exemple. Il faut réaliser des tests, des analyses chimiques. Ça veut dire là, on ne peut pas utiliser seulement les organes de sens pour savoir le type d'espèce chimique présente dans la pomme. C'est pour cela qu'on est obligé à faire des analyses, des tests chimiques. Alors là, la première vérification de la présence de certaines espèces dans la pomme à l'aide des tests chimiques. Le premier test, c'est d'utiliser le sulfate de cuivre anhydre. Nous avons un morceau de pomme. Lorsqu'on ajoute le sulfate de cuivre anhydre qui est un composé solide blanc, lorsqu'on pose le morceau de cuivre anhydre sur la pomme, il prend une couleur bleue. Ça veut dire là, le sulfate de cuivre qui est une poudre blanche, bleuée, ça veut dire prend une couleur bleue quand il est déposé sur la pomme. Donc, on peut dire que la pomme contient de l'eau. Donc, pour déterminer la présence de l'eau dans une substance, il suffit d'ajouter le sulfate de cuivre blanc. S'il prend une couleur, bien sûr, bleue, donc ça désigne la présence de l'eau. Le deuxième test, c'est utiliser le réactif liqueur de féline. On va couper un morceau de pomme et l'introduire dans un tube à essai. Et on va ajouter la liqueur de féline et chauffer. On va observer, voilà, on va observer, donc après chauffage. Ici, un morceau dans un tube à essai, on a introduit un morceau de pomme et on a ajouté la liqueur de féline. Après chauffage, on a obtenu une solution, bien sûr, qui prend une couleur rouge. Après chauffage, donc là, c'est un indicateur de la présence, bien sûr, du glycose. Lorsque, donc, pour mettre en évidence
la présence du glucose d'une substance, il suffit d'ajouter la liqueur de phyline. S'il prend une couleur rouge brique après le chauffage, d'où la présence du glucose. Donc ici, ce qui nous intéresse à partir de ces tests-là, ça veut dire là que c'est les tests chimiques qui sont des expériences, une confiance à déterminer bien sûr le type de l'espèce chimique. Là, on peut utiliser aussi le test pH. Ici, si on ajoute par exemple un indicateur coloré par exemple là au morceau de pomme, on coupe des petits morceaux de pomme, les introduire dans un tube à essai ou dans un becher, on ajoute de l'eau distillée, puis on ajoute quelques gouttes d'indicateur coloré, ici le bleu de bromothymol, et vous voyez qu'il prend une couleur jaune, ce qui indique que le milieu est acide. Donc le test pH vous indique, il nous permet de savoir est-ce que le milieu est un milieu acide ou un milieu basique. Donc, alors une couleur jaune dans la pomme contient l'acide. En tout cas, le milieu est acide ou basique si l'indicateur coloré ajouté prend une autre couleur, donc ça veut dire que le milieu contient l'acide. Alors là, un autre test avec l'eau iodée. Donc l'eau iodée est un réactif qui nous permet d'identifier la présence de l'amidon. On dispose d'un morceau de pain. On ajoute une goutte d'eau iodée. La coloration bleue montre la présence d'amidon. Ici, vous avez un morceau de pain, vous ajoutez une solution de diode qui a une couleur, bien sûr, jaune. Si la tache prend une couleur bleu, noir ou violet, alors là, il indique la présence bien sûr de l'amidon. Donc ici, on fait des tests pour mettre en évidence la présence de quelque espèce dans une substance étudiée. Alors là, après avoir défini la nature des espèces chimiques présentes dans une substance en utilisant des tests chimiques, on va classer ces espèces chimiques-là. Donc on appelle une espèce bien sûr chimique organique les espèces dont la conduction conduit à la formation de dioxyde et d'eau. Les autres espèces sont des espèces bien sûr inorganiques. Donc la combustion d'une espèce donne le CO2 et l'eau, donc c'est une espèce organique. Un autre exemple, par exemple, les espèces chimiques organiques, par exemple l'alcool, le butane, le méthane, le glucose. Si vous faites la combustion de l'alcool, on obtient certainement de l'eau et le CO2, donc c'est une espèce, bien sûr, c'est une espèce chimique organique. Une espèce chimique inorganique, ça veut dire leur combustion n'amène pas à la formation de CO2, étant donné le fer, le cuivre, le chlorure de sodium. Alors, on peut dire aussi, on peut classer les espèces chimiques en espèces naturelles. Ça veut dire une espèce naturelle est une espèce qui se trouve dans la nature. Les espèces chimiques synthétiques sont préparées par l'homme au laboratoire à l'aide des transformations chimiques. Donc ça veut dire à faire la différence. Une espèce chimique naturelle est récupérée directement de la nature. Par contre, une espèce chimique synthétique est une espèce synthétisée au laboratoire, à cause ou bien à l'aide des transformations chimiques. Comme exemple là, les espèces chimiques naturelles comme étant le sel, le sucre, la laine, etc. Par contre, les espèces chimiques synthétiques, l'aspirine, les aciers, etc. Donc, à différencier entre ces différentes espèces-là, et comme remarque, quelle que soit l'espèce naturelle ou synthétique, une substance est constituée d'une ou plusieurs espèces chimiques. Ça veut dire là, si vous avez une espèce naturelle et la même espèce synthétique, donc bien sûr, elle contient les mêmes espèces chimiques. Je parle d'une substance naturelle et d'une substance synthétique. Alors là, pour identifier les espèces chimiques, on a besoin d'identifier une espèce chimique qui s'effectue bien sûr en comparant les propriétés physiques avec celles de référence. Ça veut dire là, identifier une espèce chimique, c'est faire des analyses chimiques et utiliser les propriétés chimiques, bien sûr, et bien sûr les grandeurs aussi physiques.
Identification par des tests chimiques peuvent être faits pour identifier l'espèce chimique. Alors, là, on peut identifier en utilisant les propriétés physiques, étant donné, j'ai parlé de la solubilité, la masse volumique, etc. Et on peut utiliser les réactions chimiques, les tests, les analyses chimiques pour identifier une espèce chimique. Alors là, ce tableau-là nous indique ici, donc ce sont des tests. Par exemple, nous voulons une espèce chimique à identifier ici, l'eau. Le test est utilisé, il suffit d'ajouter le sulfate de cuivre anhydre. Voilà le sulfate, espèce. Donc le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Donc ici, on dira que le résultat est positif. Qu'est-ce que ça veut dire un résultat positif? Ça veut dire j'ai trouvé la présence, ou bien j'ai mis en évidence la présence de l'espèce cherchée. Pour mettre en évidence, pour identifier la présence du dioxyde de carbone, on utilise dans le test comme réactif l'eau d'eau chaude. Et vous voyez, après agitation, l'eau d'eau chaude se trouble, ce qui indique la présence, bien sûr, bien sûr, du dioxyde de carbone. Et dans ce cas-là, on dira que le résultat est positif. Dans le cas contraire, on dira le résultat est négatif. Et pour mettre en évidence, en utilisant les tests, la présence des ions chlorure, donc on ajoute comme réactif dans le test la solution de nitrate d'argent. Alors la solution contenant l'ion chlorure, il se forme bien sûr un précipité blanc, ce qui indique la présence de l'ion chlorure, donc le résultat est positif. Si on ajoute par exemple le nitrate d'argent à une solution et on n'aura pas un précipité blanc, ça veut dire que le résultat est positif. Donc pour mettre en évidence la présence d'une espèce chimique dans un milieu, on utilise ou bien on se base sur des transformations chimiques. Alors là, comme bien sûr une conclusion, nous avons un échantillon de matière. Il peut être un mélange, il peut être un corps pur. Donc c'est quoi un corps pur? Un corps pur, c'est une substance formée par une seule espèce chimique. Dans le cas, le mélange bien sûr, c'est une substance, si vous voulez, formée de plusieurs espèces chimiques. Si nous sommes dans le cas de corps pur, le corps pur est formé d'une seule espèce chimique. Alors pour identifier cette espèce chimique, on peut utiliser les propriétés physiques, comme étant la masse volumique, la densité, la température de changement d'état et aussi les tests chimiques. Ça veut dire là, comment on peut utiliser les propriétés chimiques? Ça veut dire il faut calculer la masse volumique de l'espèce étudiée et de la comparer à la masse volumique de référence, ainsi que la densité. La température de changement d'état, ça veut dire là, il faut mesurer la température de changement d'état de l'espèce étudiée et de la comparer à la valeur de référence. Et comme ça, vous pouvez dire que cette espèce-là est identifiée ou non. Et pour des tests chimiques, il faut bien sûr faire des tests, ça veut dire ajouter des réactifs pour dire que le résultat est positif ou négatif. Dans le cas du mélange, là, donc le mélange est formé par plusieurs espèces chimiques. Dans ce cas-là, le travail ou bien les transformations chimiques, les tests, devient un travail très compliqué et l'analyse du résultat sera beaucoup plus difficile. Alors là, comme résumé, donc si vous faites une identification, bien sûr, on a des difficultés. Bien sûr, je parle des difficultés expérimentales et chaque mesure, bien sûr, est amenée, est accompagnée des incertitudes. Donc, à partir de ce tableau-là, il faut savoir la différence ou bien la définition d'une espèce chimique, la définition d'un corps pur et la définition d'un mélange et quelle est l'utilité de la technique utilisée au labo pour identifier les espèces chimiques. Alors là, comme les propriétés physiques là, les propriétés physiques là, la masse volumique et la densité. La masse volumique,
Rho d'un échantillon de matière est égal bien sûr au quotient de sa masse par le volume qu'elle occupe. Il est défini par la relation suivante. Rho est égal à m sur V qui s'exprime en grammes par centimètre cube ou bien en kilogrammes par litre. Par exemple, mais dans le système international, bien sûr, il est exprimé en kilogrammes par mètre cube. Lorsqu'on parle de la masse volumique, c'est le rapport de la masse d'une substance sur son volume. Ça veut dire quelle est la masse d'un volume d'une substance. Et pour la densité, ça veut dire de comparer un volume de la substance étudiée avec un volume d'une solution de référence. Donc la densité est définie par la relation suivante, D est égal ρ sur ρ de l'eau, bien sûr, telle que la masse volumique sont exprimées avec la même unité. Ρ, c'est la masse volumique de la substance et ρ de l'eau, c'est la masse volumique de l'eau. Donc ici, on compare la densité de l'espèce, bien sûr, la masse volumique d'eau de l'espèce étudiée et que la masse volumique et ρ de l'eau est pris comme référence. Alors là, j'ai parlé de la masse volumique parce que c'est une propriété physique qui nous permet d'identifier dans certains cas la présence d'une espèce chimique. Alors là, la température de changement d'état. Qu'est-ce que ça veut dire un changement d'état? Le changement d'état est le passage de la matière d'un état à un autre. Ça veut dire là le passage de l'état solide à l'état liquide, le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Dans le cas d'un corps pur, le changement d'état se produit bien sûr à une température donnée qui dépend de l'espèce constituant le corps pur. Toujours, le changement d'état se fait à une température bien sûr bien définie pour un corps pur. Et on peut parler aussi de la solubilité. C'est quoi la solubilité? La solubilité qu'on exprime en grammes par litre d'une espèce chimique est égale à la masse maximale de cette espèce-là qu'on peut dissoudre dans un litre d'un solvant. Donc ici, c'est une concentration, c'est la masse maximale qu'on peut dissoudre dans un litre de solvant. Souvent, on utilise l'eau comme solvant. Donc ces propriétés-là, les propriétés physiques, la solubilité, la température de changement d'état, la masse volumique, la densité, ce sont des propriétés bien sûr qui caractérisent une espèce chimique. Chaque espèce chimique est caractérisée à une température donnée par une densité bien définie, par une masse volumique bien définie et par une solubilité bien sûr qui dépend de la température et que son changement d'état se fait bien sûr à une température bien définie. Alors là, on a utilisé au cours de cette science-là des tests pour vous dire que la chimie est une science qui se base sur des expériences et qui se base sur des propriétés physiques. Je répète la définition. L'espèce chimique, donc c'est la notion importante au cours de cette science-là, c'est à faire ou bien à bien comprendre la notion de l'espèce chimique. J'ai dit que l'espèce chimique est une espèce, bien sûr, est un ensemble d'entités chimiques, soit moléculaires, soit ioniques, soit atomiques, mais identiques. On peut dire par exemple l'eau est une espèce chimique. L'eau est une espèce chimique. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de molécules H2O identiques. On peut dire que le dioxygène est une espèce chimique. Par contre, la pomme par exemple, c'est une substance, on ne peut pas dire que la pomme est une espèce chimique. Donc la pomme contient de l'eau, contient l'acide, contient par exemple le glucose. Donc c'est un mélange si vous voulez. Ça veut dire qu'il est constitué de plusieurs espèces chimiques. Alors là, c'est l'objectif de la leçon et de savoir une espèce chimique naturelle et une espèce chimique synthétique. Donc je termine cette science-là par cet exercice-là. Comme
exercice d'application. Le cyclohexane est un solvant de densité 0,78. Calculez la masse volumique du cyclohexane à 20 degrés C, connaissant la masse volumique de l'eau. Calculez la masse d'un volume de 15 ml du cyclohexane, l'eau et le cyclohexane n'étant pas miscibles, non miscibles. Déterminez le liquide surnageant dans ces deux solvants. Si les deux solvants, bien sûr, si les deux liquides sont mélangés dans un tube à essai. Remarque, le solvant ayant la densité la plus faible se place au-dessus, ça veut dire c'est la phase qui surnage. Donc ici, j'ai essayé de vous indiquer des notions ici qu'on a bien définies les années passées comme étant la masse volumique là. Nous avons le cyclohexane qui a une densité de 0,78. C'est quoi la densité? La densité, c'est la masse volumique du cyclohexane sur la masse volumique de l'eau. Donc, connaissant la densité, et comme la masse volumique de l'eau 1 g par centimètre cube, on peut en déduire facilement la masse volumique du cyclohexane comme étant 0,78 g par centimètre cube. Donc, la première question, calculer la masse d'un volume V, donc on va utiliser la définition. La masse ρ est égale M sur V, donc la masse est égale ρ fois V. Ici, à partir de ces réponses-là, la masse volumique du cyclohexane ρ, vous voyez là, ρ est égal D fois ρ de l'eau, est égal 0,78 fois 1000, donc on a fait ici la conversion, 7,8 10 puissance 2 kg par mètre cube. La masse volumique du cyclohexane, à partir de la densité, c'est 0,8 g par millilitre. Le millilitre, c'est le centimètre cube. Donc, comment peut-on en déduire? J'ai dit là, ici, 0,78 g par millilitre. Donc, il faut bien manipuler les unités. Le millilitre, 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Et en utilisant la relation de la densité, on peut en déduire que, bien sûr, la masse volumique est égale à 0,78 g par centimètre cube. Et pour calculer là, la masse d'un volume V est égale, combien? Est égale à 15 millilitres. On va utiliser la relation suivante. La masse du cyclohexane est égale à sa masse volumique fois le volume est égal à 0,78 fois 15. Mais attention aux unités. 0,78 g par millilitre, 15 millilitres. Donc, j'ai rien à convertir. Donc, il nous donne une masse de 11,7 g. Pour la troisième question, il indique des notions. Donc, ici, la troisième question, on a mélangé l'eau et le cyclohexane. On vous a dit dans la question non miscible. Qu'est-ce que ça veut dire non miscible? Ça veut dire là, lorsque vous mélangez l'eau et le cyclohexane, ils ne forment pas une seule phase. Vous remarquez qu'il y a deux phases, ça veut dire que les deux liquides sont miscibles, comme l'eau et l'huile. Si vous mélangez l'eau et l'huile, vous aurez deux phases. Ce sont non miscibles. Alors la troisième question, le mélange des deux solvants forme un mélange hétérogène dans la phase surnageante et le liquide de densité la plus faible. Vous avez la densité du cyclohexane est inférieure à la densité de l'eau. Bien sûr, le cyclohexane constitue la phase surnageante. Donc, on va indiquer ces notions-là, donc la non-miscibilité, la miscibilité entre les solvants dans les solutions à venir, seulement à titre indicatif. Mais ce qui est important au cours de la leçon, c'est de savoir une espèce chimique. Je répète cette définition-là. L'espèce chimique est un ensemble. L'espèce chimique est un ensemble d'entités chimiques identiques. Et pour identifier la présence d'une espèce chimique dans une substance, on ne va pas adopter les organes de sens. Bien sûr, on va utiliser les transformations.